Je chasse les vampires inversés. Oui, vous avez bien lu le titre. Je chasse les vampires, mais pas tout à fait ceux auxquels vous pensez. Oui, ce sont des morts vivants. Ils se nourrissent de sang humain et utilisent leur charme sexuel pour attirer leurs malheureuses victimes. Mais c'est là que s'arrêtent les similitudes. Le mieux est de les décrire comme des vampires inversés. Toutes les légendes que vous connaissez ont été créées à des fins de désinformation par de nombreux clans haut placés. Ils nous ont appris à nous attendre à tout le contraire de ce qu'ils sont en réalité. Mais ce sont toujours les mêmes salauds, vaniteux. Ils laissent donc entrevoir leur vraie nature. Si, bien sûr, vous savez comment les reconnaître. Je pourrais vous énumérer toutes leurs qualités et leurs habitudes, comme dans un manuel, mais je veux que vous écoutiez vraiment et que vous ne vous endormiez pas. Je vais donc vous raconter une petite histoire sur ma première rencontre avec leur maudite race et sur la façon dont ma vie a changé pour toujours. J'ai grandi dans une petite ville de l'Idaho, une toute petite ville avec moins de 1000 habitants. La plupart des gens du coin étaient agriculteurs. Mon père cultivait du maïs et mon frère jumeau et moi étions ses ouvriers agricoles. Nous n'avions alors que 16 ans. Nous étions scolarisés à domicile et nous étions extrêmement naïfs. Au moins, papa nous accordait des week-ends de repos du travail, à la ferme et des études. La vie dans une communauté soudée signifiait que tout le monde se connaissait. Le week-end, mon frère et moi avions l'habitude de marcher environ 1 kilomètre jusqu'à la petite épicerie locale pour acheter des snacks. Il n'y avait pas grand-chose d'autre à la faire, et l'épicerie était le lieu de rassemblement des jeunes du coin. Il n'y avait pas beaucoup de filles dans notre groupe. Il y en avait 2 dans notre groupe de jeunes. L'une sortait avec mon frère, et l'autre n'était pas très jolie. Mais, comme la plupart des garçons de 16 ans, nous étions obsédés par les jolies filles, et en même temps, nous les craignions comme la peste. Vous pouvez donc imaginer ma surprise lorsqu'un samedi, alors que nous marchions vers le magasin, une belle fille à la peau foncée est sortie d'un champ de maïs. Mon Dieu, qu'elle était belle! C'était la première fois que je voyais une fille aussi parfaite. De longs cheveux noirs brillant sous le soleil de midi, des traits doux et élégants et de grands yeux noisettes. Sa peau avait une teinte brune, intense qui semblait rayonner de l'intérieur. Elle portait une robe d'été fine et légère qui soulignait ses courbes remarquables. Je ne l'ai vue qu'une seconde, mais son image s'est déjà imprimée dans mon esprit. Elle se tenait à environ 15 mètres de moi, au bord d'un champ de maïs. Elle m'a fait un sourire éblouissant, puis s'est retournée et a disparu dans le maïs. Je suis resté cloué sur place. Mon frère marchait à côté de moi, le nez collé à son téléphone, se plaignant de sa copine. Remarquant que je m'étais arrêté, il s'est tourné vers moi. « Tu l'as vue » lui ai-je demandé avec étonnement. Bien sûr que non. Quand je lui ai décrite, il a éclaté de rire. « Tu as vraiment besoin d'une copine, mon frère. Tu es tellement à bout que ton cerveau en invente. » Je devais avoir l'air idiot, à courir dans tous les sens le long du champ pour essayer de la revoir. Je n'ai arrêté que parce que mon frère a commencé à me filmer avec son téléphone, commentant tout cela pour sa petite amie. J'ai attrapé mon frère et nous avons commencé à nous battre. Pour nous, c'était monnaie courante. Notre bagarre a été interrompue par l'arrivée d'une vieille camionnette Ford bleue. J'avais presque plaqué mon frère au sol quand j'ai remarqué que la camionnette s'était arrêtée près de nous et restait là, le moteur en marche. Nous nous sommes tous les deux relevés et avons commencé à nous débarrasser de la boue et de l'herbe. Les vitres étaient presque entièrement teintées. Je ne pouvais donc pas voir qui se trouvait à l'intérieur. « Tout va bien, on s'amuse juste », ai-je dit. « Oui », a confirmé mon frère. La voiture n'a pas répondu. Elle est restée encore un instant, puis est partie. Après cet incident, j'ai décidé de me taire. Trop d'étrangeté pour une seule journée. Peut-être avais-je vraiment imaginé cette fille. Que faisait une telle beauté dans un endroit aussi isolé? Le lendemain,
j'ai convaincu mon frère de retourner au magasin. C'était après la messe, vers 1 heure de l'après-midi. Peut-être que la belle réapparaîtrait. Mais mon rêve d'enfant s'est rapidement transformé en cauchemar. Nous marchions à peu près au même endroit où elle était sortie des tiges de maïs. Elle était encore plus belle que dans mon souvenir. Et cette fois, mon frère l'a vue aussi. Il s'est tourné vers moi, bouche bée. Nous sommes restés là à l'admirer. Elle nous a souri malicieusement et s'est approchée de nous. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. « Salut », a dit mon frère. « Merde, je voulais parler en premier. »« Salut les garçons », a-t-elle répondu chaleureusement. Elle avait un léger accent inconnu. Peut-être venait-elle d'Inde ou d'Arabie. « Je vous ai vu hier », ai-je lancé. « Que faites-vous ici ?»« Oh, j'aime les hommes qui vont droit au but », dit-elle en riant d'un rire magnifique. Elle me regarda dans les yeux et sourit. « Je cherchais quelqu'un pour m'aider avec le tracteur », dit-elle en montrant le champ de maïs. « Vous habitez ici ?» demanda mon frère. Je pensais que ce champ appartenait aux Springer. « Oh, nous en avons racheté une partie », répondit-elle rapidement. « Mais mon tracteur était coincé et j'ai besoin d'aide pour le dégager. Vous vous y connaissez en tracteur, vous deux ?»« Eh bien, un peu, » répondis-je. À vrai dire, j'aurais avoué n'importe quoi pour être plus près d'elle. « Oh, super !» dit-elle en s'avançant et en me prenant les mains. Je sentis mes joues s'empourprer. « Vous pouvez m'aider ?» J'ai acquiescé énergiquement, mais mon frère semblait un peu inquiet. Peut-être était-il plus intelligent que moi. Elle s'est tournée vers lui et lui a dit « Tu vas pouvoir faire la connaissance de ma sœur. C'est ma jumelle, tout comme vous deux. » C'était tout ce dont mon frère avait besoin. Je voyais bien qu'il réfléchissait déjà à la manière de rompre avec sa petite amie actuelle. Tout en me tenant toujours la main, elle nous a conduits dans un champ de maïs. Elle a accéléré le pas, me traînant presque derrière elle. Nous nous enfoncions de plus en plus profondément dans le champ. Mon frère a commencé à demander à haute voix où nous allions. « On y est presque, » dit-elle. « Je sens qu'ils approchent. » Ce commentaire aurait dû m'alerter, mais je ne réfléchissais pas correctement. Finalement, nous sommes arrivés dans une grande clairière ronde. Les tiges de maïs étaient couchées au sol, formant des cercles dans les champs. Je ne voyais aucun tracteur, mais 3 personnes se tenaient au centre de la clairière. Elles étaient toutes vêtues de blanc, les bras écartés et le regard tourné vers le ciel. Toutes mes 3 avaient la peau foncée et étaient aussi belles que la jeune fille. La jeune fille qui me tenait la main s'était retournée et m'a souri à nouveau. « Viens, je vais te présenter à ma famille, » dit-elle en m'attirant vers eux. Il y avait effectivement une jeune fille qui aurait pu être sa sœur jumelle, et une autre jeune fille au teint hâlé et aux cheveux bouclés décolorés. Au centre se tenait un homme grand, brun et imposant, avec une barbe courte, des cheveux volumineux et des muscles saillants. Sa chemise était déboutonnée, dévoilant son torse sculpté. Elle m'a conduit directement vers lui. J'étais intimidé par cet homme grand et beau. Il dégageait une aura de puissance. S'il était son petit ami, je ne pourrais jamais rivaliser avec lui. Il se tenait debout, silencieux, les yeux fermés, laissant le soleil réchauffer son visage et son corps. Je regardais tour à tour les 3 personnes, toutes debout, les bras tendus vers le soleil. « Que font-ils » demandai-je. « Ils se réchauffent » répondit la jeune fille, en communiquant avec Sangor. Son sourire amical se transforma en un autre, plus moqueur. « Vous êtes peut-être une sorte de secte hippie » dit mon frère derrière moi. Une ombre sombre passa sur son visage parfait, avant de laisser place à un sourire encourageant. « Viens ici et fais la connaissance de ma sœur » dit-elle en faisant signe à mon frère de s'approcher. Elle se retourna et parla à voix basse au grand homme. « Arman, j'ai apporté des cadeaux. » Ses paupières tremblèrent puis il les ouvrit lentement pour nous regarder de haut. Ses yeux étaient d'un vert vif et dégageaient une force tranquille. Son regard fit battre mon cœur plus fort que celui de la jeune fille.
Je ressentis le besoin de plaire à cet homme. « Beau travail, Joyty », dit-il à la jeune fille. Elle sourit et détourna le regard, embarrassée. « Mais tes sœurs, réveillez-vous pour les cadeaux que Joyty nous a apportés, » annonça-t-il. Les deux femmes ouvrirent paumes les yeux et nous regardèrent. La blonde rit de surprise, tandis que la jumelle se dirigea vers mon frère. Le visage de mon frère rougit lorsque la femme séduisante fit le tour de lui pour l'examiner. « Vous avez besoin d'aide avec le tracteur ?» demanda mon frère en regardant l'homme. « Taisez-vous tous les deux » dit Armand. J'étais tout à fait d'accord avec lui. Je n'aurais pas dit un mot sans sa permission. Mon frère s'est également tu. Nous attendions tous les deux qu'il nous dise quoi faire. Il a regardé la fille, Joyty, et lui a demandé « Lequel veux-tu garder ?» Elle s'est mordu la lèvre et m'a désigné. Je n'avais jamais ressenti une telle gratitude de toute ma vie. Oh, j'aurais fait n'importe quoi pour elle et pour lui. Mon seul regret était que mon frère n'ait pas été choisi pour participer à ce qu'ils avaient prévu pour moi. L'homme soupira et fit signe à mon frère d'avancer. « Vas-y » ordonna-t-il doucement. Mon frère s'approcha et se tint à côté de moi. Les trois femmes l'entourèrent. J'entendis un gémissement étouffé provenant de l'une d'elles. L'homme se tourna vers moi et se pencha, ses yeux verts brillants. Il dit avec un sourire distinct « Quoi qu'il arrive, ne bouge pas. » Je restai figé sur place. Je rassemblais toute ma volonté. Je savais que je ne lui désobéirais jamais. « Et toi ?» dit-il en se tournant vers mon frère. « Tu peux résister si tu veux. »« Quoi ?» furent les derniers mots de mon frère. Le grand homme leva brusquement la main et gifla mon frère. 3 traînées de sang rouge apparurent sur son visage. Tout ce que mon frère eut le temps de faire, ce fut de porter la main à sa joue, le visage horrifié. En un instant, les deux jumelles se jetèrent de chaque côté de son cou. La blonde l'attaqua par devant, lui enfonçant ses dents dans le nez. Il hurla lorsqu'elles le jetèrent à terre. J'ai vu tout cela du coin de l'œil. J'ai crié avec mon frère, mais je n'ai pas bougé. J'ai entendu les bruites de chair déchirées et les gémissements jusqu'à ce que les cris de mon frère se transforment en gargouillis impuissants, puis s'éteignent complètement. Je respirais difficilement, les larmes me brouillaient dans la vue. Mon frère jumeau était mort, mais je ne pouvais pas tourner la tête pour regarder. Arman a souri cruellement et a dit « Tu peux regarder, mon enfant. » Et j'ai regardé. Mon frère gisait les yeux ouverts, figé dans un masque mortuaire d'horreur. Son nez avait disparu et d'énormes morceaux de chair avaient été arrachés de son cou. Il était couvert de son propre sang. 3 femmes suçaient et léchaient avidement son sang, tels des sangsues affamés. J'ai crié. À ce moment-là, j'étais terrifié. Mon cœur était brisé et j'étais en colère contre ces sangsues et contre moi-même pour n'avoir rien fait. Je voulais m'enfuir, je voulais me cacher, je voulais me battre. La belle femme m'a regardé. Le sang de mon frère était étalé sur son visage. À ce moment-là, je la détestais. Sa beauté ne m'attirait plus. Je voyais le monstre qu'elle était. « Salope !» lui ai-je lancé. « Arrête !» a dit Armand. « Regarde ici, mon garçon. » Ma tête s'est brusquement tournée vers ses yeux verts. Une expression a traversé son visage. Au début, j'ai pensé que c'était de la pitié. Puis j'ai compris qu'il grimaçait en me voyant. Je ne sais pas ce que Joyty a trouvé en toi, mais c'est grâce à elle que tu n'es pas mort à côté de ton stupide petit frère. Arman s'est approché et m'a pris par l'épaule. Son haleine sentait la charogne en décomposition. Le fait est que nous devons restaurer la puissance de notre nid. Scott a tué 4 de mes disciples à El Paso. Tu vas devenir le nouveau garçon de course. Je suis sûr que les filles s'amuseront bien avec toi, a-t-il conclu, en me donnant une forte tape sur les fesses. Je me joindrai peut-être à vous. Et là, quelque chose a changé en moi. Toute ma tristesse a disparu.
remplacée par une rage blanche et brûlante. Arman s'est écarté et Joyty est apparue devant moi. Elle m'a parlé d'une voix douce, me racontant comment j'allais devenir quelque chose de nouveau. Je m'en fichais. Tout était flou devant mes yeux. Je sentis que je commençais à bouger. Je me précipitai en avant, passai devant Joyty et lui assénai un coup de poing droit. Je vis une lueur de surprise dans ses yeux verts lorsque mon poing entra en contact avec son visage. Sa tête eut un tel sursaut que je vis un nuage de sueur et de salive s'envoler de son visage. Quand il m'a regardé à nouveau, son visage exprimait un mélange d'incrédulité et de colère. Sa main s'est précipitée vers moi et m'a saisi à la gorge. J'ai poussé un grognement étouffé lorsqu'il m'a soulevé dans les airs. « Espèce de parasite insolent, tu oses me frapper, espèce de ver effronté !» Joyty était terrifié et tenta de calmer Arman. Il lui donna un violent coup de pied dans le ventre. Elle roula sur le sol jusqu'au bord de la clairière. « Nous allions te sauver, te donner le don de la vie éternelle. Mais maintenant, je renonce à mon offre de miséricorde. » Il serra ma gorge plus fort. « Maintenant, je vais te mettre en pièces. » Tout s'est passé en un instant. Le corps d'Arman a été secoué de violentes convulsions et un bruit assourdissant a déchiré l'air. Mes oreilles ont sifflé et les oiseaux de toute la clairière se sont envolés dans le ciel. J'ai senti une chaleur intense lorsque la poitrine d'Arman s'est enflammée. Il a crié et a regardé dans une autre direction. Une autre explosion et je suis tombé au sol, entouré de flammes. C'est alors que j'ai réalisé que la main arrachée d'Arman serrait toujours ma gorge et brûlait. J'ai tiré dessus avec force et je l'ai finalement rejeté, me brûlant les mains. Je me suis assis et j'ai vu Arman essayer de se relever. Le feu avait envahi sa poitrine et il n'avait plus de bras droit. Il criait avec une peur sincère « Protégez-moi, protégez-moi !» Joyty et sa sœur se sont précipités pour se placer devant Arman. Joyty a écarté les bras et, en criant, a fixé le champ du regard. L'autre serra Arman dans ses bras et commença à éteindre vigoureusement les flammes qui le consumaient. Il y eut une autre explosion assourdissante et le visage de Joyty fut réduit en morceaux enflammés. Arman se retourna et se mit à courir dans la direction opposée, suivi de près par sa sœur jumelle. Une femme fit irruption dans la clairière près de moi, actionnant la culasse de son fusil de chasse, ce qui fit voler la douille usagée. Elle portait un masque semblable à celui d'un soudeur et une vieille veste de camouflage militaire. Le monstre aux cheveux blonds était toujours accroupi près du corps sans vie de mon frère. Elle siffla et se redressa pour faire face à la femme en camouflage. Elle s'apprêtait à bondir lorsqu'une flèche métallique lui transperça la tête sur le côté. La blonde vacilla. Je vis que la flèche lui avait transpercé la tempe. Elle s'effondra au sol dans un bruit sourd. Je vis qu'un fil métallique fin était attaché à l'extrémité de la flèche et tendu vers le champ. Le fil se relâcha et une autre fille, en tenue de camouflage, sortit du maïs, enroulant le fil autour de sa main, tandis que l'arbalète pendait à sa ceinture. « Occupe-toi de la blonde, puis du garçon », ordonna la première femme, en tenue de camouflage, avant de se précipiter à la poursuite d'Arman. La fille de l'arbalète portait une cagoule et de grandes lunettes aviateurs. Elle s'approcha rapidement de la blonde à terre et enroula plusieurs fois le fil de fer acéré autour de son cou. Puis, elle posa son pied sur la tête de la blonde et appuya, tout en tirant le fil de fer vers le haut avec ses deux mains. À en juger par la façon dont elle tenait le fil de fer, elle pouvait le tirer d'avant en arrière, utilisant la lame pour couper les tendons et les os du cou de la blonde. Celle-ci a commencé à se débattre et à grogner, malgré la flèche plantée dans sa tête. En moins de 30 secondes, sa tête s'est détachée et a roulé dans la clairière. La fille de l'arbalète a reculé et a poussé un soupir de satisfaction. J'ai même eu un peu pitié de la blonde. La fille de l'arbalète s'est approchée de moi, a retiré sa cagoule et ses lunettes de soleil.
C'était une jeune fille aux yeux bruns et aux centaines de taches de rousseur, mais son visage était froid comme la pierre. « Salut, comment ça va ?» m'a-t-elle dit en me tendant la main. La jeune fille m'a fait sortir du champ de maïs. Elle parlait sans cesse à la radio avec une autre femme qui poursuivait Armand. Lorsque nous sommes revenus sur la route, le même Ford délabré était garé là. Je me suis assis à l'arrière pendant que la jeune fille me donnait de l'eau et fouillait dans le coffre du camion. L'intérieur du véhicule était jonché d'emballages de fast-food, de cartouches éparpillées et de cartes. « Ma mère a perdu sa trace et revient », dit la jeune fille en apparaissant soudainement à côté de moi. « Elle emportera les restes de ton frère à son retour. Au fait, toutes mes condoléances. » Je me suis retourné et les regardé d'un air ahuri. Donc, elles sont mère et fille. Elles parcourent dans les routes et tirent d'os sur des hippies meurtriers avec des fusils à pompe chargés de cartouches incendiaires et des arbalètes. Tu es en état de choc. Et j'ai écrasé du clonazépam dans ton eau, alors bois. J'ai cligné des yeux. Qui êtes-vous? Qui étaient ces créatures? Qu'est-ce que... Je me suis tu. Elle alla poser sa main sur mon épaule. J'ai sursauté, me souvenant qu'Arman avait fait la même chose. Elle s'est approchée et son haleine sentait le chewing-gum à la menthe, pas la charogne. Nous sommes des chasseurs, et eux, c'étaient donc des vampires. Ma t'en dira plus quand elle reviendra. Maintenant, bois ton eau. Le reste de la journée s'est déroulé comme dans un brouillard. Le soleil brûlant tapait fort, mais j'étais en sueur froide. Mais Mas était revenue, et elle il était plus brusque que sa fille. Elle m'a raconté pratiquement la même chose que ce que je vous ai dit au début. C'était des vampires. Pas des vampires nocturnes, mais des hippies, brûlés par le soleil. Ils se réchauffaient au soleil pour recharger leur corps et rester en vie. Mais tout ce soleil les déshydratait. Ils avaient donc besoin de sang. Elle m'a dit que leur totem n'était pas une chauve-souris. C'était Ra, le dieu du soleil. La légende raconte que les premiers vampires étaient un de ses enfants. Ils nous ont chassés pendant des millénaires, le faisant littéralement en plein jour. Maman m'a emmené pour mettre mon frère dans un sac mortuaire qu'elle avait avec elle. J'ai pleuré pendant tout ce temps. Elle ne m'a pas jugé. Je suis content qu'elle ait laissé sa fille près de la camionnette. Elle s'appelait Célia, m'a-t-on dit. Elle m'a dit que mon frère n'avait pas été transformé, qu'il pourrait donc être enterré comme il se doit dans notre ferme. Elle m'a également dit qu'il devrait trouver une excuse pour expliquer ce qui s'était passé ici. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle m'a répondu que de nombreux clans de vampires cherchaient à préserver leur secret. Si l'histoire venait à être révélée, un clan rival pourrait nous tuer, moi et ma famille, afin d'empêcher la propagation de rumeurs. Je lui ai demandé combien il existait de clans. Elle m'a répondu qu'elle ne savait pas exactement, car ils étaient très discrets. Elle m'a raconté qu'Arman était en fait de sang royal dans l'un des clans. Il était devenu un paria et s'était mis à tuer sans discernement, et c'est ainsi qu'elle avait retrouvé sa trace. La nuit tombait et nous étions assis sur le haillon du Ford lorsque j'ai demandé « Chassent-ils la nuit ?» « Non, très rarement », a répondu Ma d'une voix rauque. « Ils perdent leur pouvoir de séduction et leur force surhumaine. De plus, ils brillent comme s'ils avaient absorbé tout le soleil. » Twilight a deviné quelque chose, a dit Célia. J'ai éclaté de rire et le chagrin s'est dissipé un instant avant de revenir en force. Je me suis retourné et j'ai regardé le sac contenant le corps, posé derrière moi. Je dois rentrer à la maison, je dois le dire à papa. J'ai recommencé à pleurer. « Écoute, mon garçon, » a dit Ma d'un ton sec. Je me suis tourné vers elle, les yeux embués de larmes. Nous avons les moyens de te faire oublier cette journée. Nous pouvons aussi faire oublier à ton père. Nous avons la technologie pour cela. Je peux faire croire que ton frère a été dévoré par un animal ou renversé par une voiture. Je peux même convaincre les flics. Dans un endroit aussi isolé, ce sera plus facile.
Vous n'en avez probablement qu'un seul ici. » Elle sauta du bord et se planta devant moi. « Mais hé, je sens ta colère. Tu t'es libéré de l'emprise du vampire royal. Tu as frappé cet enfoiré au visage. Je pense que tu veux te souvenir. Je pense que tu veux être en colère. » J'essuyai mes larmes et ma morve. La proposition de Ma m'intriguait. Je pourrais ne plus jamais me souvenir de l'image et des sons du meurtre de mon jumeau. Je pourrais oublier à quel point je me suis senti impuissant. Je pourrais oublier Armand. Oh, Armand. Mes poings et ma mâchoire se crispèrent au souvenir de ses yeux verts. « Non, » ai-je répondu sèchement. « Mon père, oui, mais pas moi. Je dois me souvenir, c'était mon frère. » Ma m'a regardé, pensive. Dans la lumière déclinante, ses rides semblaient jaunes plus profondes. Elle a finalement pris la parole. « Il y a autre chose que je dois te dire. Au début, on te cachera beaucoup de choses. Mais je dois commencer par être honnête avec toi, mon garçon. » Je savais qu'elle allait me dire quelque chose de difficile. « Nous vous avons utilisés tous les deux comme appât, » soupira-t-elle. « Il y a quelques jours, j'ai jeté un sort de traçage sur vous deux. Je savais que ces salauds s'en prendraient à des proies aussi vulnérables. » Elle alla baisser les yeux et j'ai vu sur son visage un regret sincère. « Mais nous avons essayé de vous retrouver tous les deux le plus vite possible. Nous avons essayé de vous sauver tous les deux. » Je réfléchis à tout cela. Ma aurait pu nous avertir, mais l'aurions-nous écouté? Je restai silencieux pendant une bonne minute avant de répondre. « C'est arrivé. Vous avez essayé de nous sauver. Ce n'est pas vous qui avez tué mon frère. C'est Armand. » Je crachai ces derniers mots. « C'est lui qui doit payer. Lui et ses salopes. » Ma esquissa un sourire. « Qu'avais-tu prévu après ton diplôme? » Mon frère et moi avions l'intention de nous engager ensemble dans les Marines grâce au programme pour les amis, comme mon père l'avait fait à notre âge. Une vague de tristesse me submergea à nouveau lorsque je pensais à lui. Ma sortit une carte de sa poche arrière et me la tendit. Elle ayant été froissée et usée, avec un numéro de téléphone commençant par 1-800. Dans 2 ans, quand tu seras diplômé et que tu voudras oublier tout ça et passer à autre chose, appelle ce numéro et quelqu'un viendra te débarrasser de ses souvenirs. Elle la reprit et écrivit rapidement un numéro au dos. Si tu sors et que tu es toujours en colère, que tu veux faire quelque chose avec cette colère, appelle-moi. C'est ainsi qu'a commencé ma première histoire sur la façon dont je suis devenu chasseur. On m'a déposé devant la maison et Ma est entré pour parler à mon père. Quand je suis entré plus tard, il pleurait parce que son fils avait été renversé par une voiture. Quand le shérif est arrivé, il a rapidement pensé la même chose, une sorte de magie. Ma avait utilisé la magie. C'est fou. Je pense que vous avez deviné quel numéro j'ai appelé le jour de ma sortie. Au fait, nous ne les appelons pas des vampires. Ils ont plein de noms différents. Le plus populaire est l'anagramme Mavrip. Je trouve que ça sonne bête, alors je les appelle simplement les Mavas. C'est plus simple que vampire inversé. Donc, j'aurais peut-être dû commencer l'histoire par là, mais vous n'auriez pas compris de quoi je parlais. Je peux vous raconter comment, une semaine après avoir appelé le numéro que Ma m'avait laissé, une limousine noire est devenue me chercher. Honnêtement, je m'attendais à ce que Ma arrive dans sa vieille Ford, mais la limousine aux vitres teintées a été une agréable surprise. Oh, au fait, je m'appelle Taylor. Mon défunt frère s'appelait Tyler. Au début, je ne pensais pas que mon nom avait de l'importance. Mais puisque vous avez écouté jusqu'ici, il était normal que vous le sachiez. Bref, quand je me suis assis dans l'habitacle climatisé de la limousine, Ma était assise en face de moi, ainsi qu'un homme noir, vêtu d'un costume coûteux et au crâne rasé. La limousine était étrangement bien éclairée, sans ombre, presque comme une chambre d'hôpital. Pendant un certain temps, nous sommes restés assis en face l'un de l'autre, mal à l'aise. Ma me regardait fixement, presque nerveusement.
L'homme se cachait derrière des lunettes noires et un regard impénétrable, tapotant son genou du bout des doigts. « C'est lui qui a brisé le charme d'Armand. En plein jour, » dit l'homme d'une voix anormalement grave. Surpris, je sursautai. J'essayais de le cacher en me frottant les mains, comme si j'avais froid. « C'est exact, » répondit Ma. Et il lui a mis un coup de poing en plein dans sa tête suffisante. L'homme imposant se pencha en avant et renifla. Dans le reflet de ses lunettes, je voyais clairement mon expression inquiète. « Tu es un dur à cuire, mon garçon. » Il y eut un autre silence gênant jusqu'à ce que je comprenne qu'il attendait une réponse. « Je suis dur quand il le faut, monsieur, » dis-je en m'efforçant de ne pas laisser ma voix trembler. L'homme se redressa, soupira et se tourna vers Ma. « Pour moi, il sent comme un morveux, » déclara-t-il froidement. Il appuya sur un bouton du panneau à côté de lui et ma porte s'ouvrit. « Sors, » ordonna-t-il sèchement. « Plus tard, le technicien effacera ta mémoire. » J'étais assis, abasourdi. J'avais attendu cela pendant 2 ans, et maintenant, on me met à la porte, comme si je ne prenais pas cela au sérieux. C'était un test, oui, un jeu psychologique. Exactement comme ceux dont papa me parlait à propos de la formation dans les Marines. « Non, monsieur, » ai-je répondu. « Je veux tuer les créatures qui ont tué mon frère. » En un instant, l'homme a parcouru la courte distance qui nous séparait et m'a saisi à la gorge. Ses dents étaient mandonnées serrées, les veines de son cou gonflées. « Tu ne me dis pas « non », morveux. Tu n'es rien et je ne te dois rien. » Il tendit sa main libre et claqua la porte. « Si tu veux rester dans la voiture, reste. De toute façon, elle est insonorisée. Je vais effacer ta mémoire ici même. Tu ne te souviendras même plus de ton frère quand j'en aurai fini avec toi. » Ses lunettes glissèrent et j'aperçus ses yeux verts. Les souvenirs me revinrent en mémoire et je le repoussai de toutes mes forces. Il retomba sur son siège et je me précipitai vers lui, prêt à lui asséner mon célèbre crochet du droit. « Stop !» dit-il d'un ton ferme. Je me suis figé. Mes yeux se sont écarquillés quand j'ai compris ce que je ressentais. J'étais sous le charme. C'était un piège. Ils avaient là toujours été des monstres. J'ai essayé de m'échapper, comme avec Armand. Mais avec Armand, c'était comme avancer dans des sables mouvants. Avec ce type, c'était comme être figé dans du béton dur. L'homme a retiré ses lunettes, ses yeux étaient d'eau d'un vert intense, et il a souri. « Tu peux me frapper ? Ou ta volonté est-elle trop faible ? Peut-être que le feu dans ton cœur s'est éteint au cours de ces 2 dernières années. Si tu veux, je peux simplement effacer ton frère de ton cœur pour que tu n'aies plus aucune raison de te battre contre moi. » Je poussai un cri profond. Je me crispais et poussais, mais je ne pouvais toujours pas bouger. Le regard de l'homme se posa sur mon poing levé. Il tremblait. « Alors le feu brûle encore, » remarqua-t-il de sa voix grave. « Taylor, arrête, » dit Ma d'un ton réconfortant. Elle s'avança et posa ses mains sur mes épaules. Elle me regarda profondément dans les yeux. « Si tu veux des réponses, calme-toi. » Elle me fit asseoir à ma place et s'assit à côté de moi. Je respirais difficilement, mais après un moment, mon excitation s'apaisa et l'homme brun se déplaça vers le milieu de son siège. J'avais l'intention d'attendre avant de te montrer ma véritable nature. Mais tu m'as intrigué. Il ajusta sa cravate. Je m'appelle Raph, je suis l'une de ces créatures que tu veux tuer. Est-ce un problème pour ta nature sensible? Tu es un vampire? Demandai-je. Raph sourit. Les vampires n'existent pas, ils n'ont jamais existé. Ce sont des contes de fées, comme la petite souris et le Père Noël. Je suis un Al-Nasl, un descendant de Ra. Mais vous, les Occidentaux, vous nous appelez les Mavripas. Je regardais Ma. Donc tu travailles avec les Mavripas pour tuer les Mavripas. Comment ça marche? Ma répondit d'un ton appris. Je travaille pour le clan chargé de maintenir l'ordre. Dans la société moderne, les Mavripas n'ont plus de raison de chasser les humains. La plupart des clans adhèrent au principe de non-violence.
Le braconnage et la collection d'humains sont considérés comme des crimes horribles. J'ai ri avec mépris. Non-violence. Les monstres qui ont déchiqueté mon frère n'ont apparemment pas reçu cette note. Ils aiment tuer des gens. Les humains aiment aussi tuer des humains, dit Ref en insistant sur le dernier mot. La cruauté est inhérente à toutes les races. Le fait que nous soyons tous les deux ici aujourd'hui, dans la même limousine, montre que nous considérons la cruauté comme inacceptable. La cruauté doit être punie. Les renégats doivent être éliminés. J'ouvris la bouche pour répondre, mais Ma m'interrompit rapidement. Écoute, nous travaillons avec les Mavas pour protéger les gens. Si cela te pose un problème, pars. Sinon, tais-toi. Je me suis rendu compte que les mots restaient coincés dans ma gorge. La porte à côté de moi s'est ouverte à nouveau pour souligner ces propos. De l'air chaud s'est engouffré à l'intérieur. Assis en silence, le regard perdu dans le vide, j'ai poussé un soupir de défaite. « D'accord », ai-je dit en tendant la main pour fermer la porte. Nous nous rendions à un aérodrome privé. Pendant les 3 heures de trajet, on m'a dit de bien réfléchir. Je pouvais refuser de monter dans l'avion sans aucune rancune. On m'aurait même permis de conserver mes souvenirs. Mais dès que je monterais dans l'avion, je n'aurais plus la possibilité de partir pendant les 4 prochaines années. Toute tentative d'évasion serait sévèrement punie. Cela ressemblait vraiment à une entrée en service. Une fois dans l'avion, j'ai demandé « Où allons-nous » ? « Non », a rétorqué Ma. « Les discussions et les tests sont terminés. Ferme ta grande gueule. C'est une société secrète. Tu apprendras tout quand nous le jugerons nécessaire. » Raph a dû s'approcher par derrière, car on m'a mis un sac sur la tête, et quelque chose de pointu m'a piqué dans le cou. Je me suis évanoui. Quand je me suis réveillé, j'étais dans un bâtiment avec de hauts plafonds et des sols en ciment. J'étais entouré de 9 autres personnes de mon âge, 7 garçons et 3 filles au total. Nous étions tous vêtus de survêtements gris et avions l'air endormis et désorientés. C'est alors que le mois suivant de ma vie s'est fondu en un tout. 3 instructeurs ont fait irruption par la porte latérale, ont commencé à crier et à nous faire courir sans arrêt. Tous 3 étaient minces et musclés. Leur énergie psychotique était tout simplement hors norme. Nous étions convaincus que tous 3 étaient Jamte des Mavas ou d'autres monstres du même genre. Ils commençaient la journée à fond et ne ralentissaient jamais. Nous étions tous épuisés par leur moquerie. À un moment donné, j'ai repoussé l'un d'eux et je ne me suis réveillé que quelques heures plus tard avec une légère commotion cérébrale. Cela durait 16 heures par jour. Nous avions des pauses pour manger et prendre une douche et 2 chambres séparées pour dormir. Mais à part cela, il n'y avait rien d'autre que des cris, des exercices et des entraînements au combat à main nue. On nous appelait bétail et appât. Les instructeurs n'utilisaient jamais nos noms et semblaient nous détester sincèrement. Nous ne pouvions nous adresser à eux qu'en les appelant instructeurs, sergent instructeur et maître instructeur. Le maître instructeur était le plus bruyant et le plus cruel. Il n'était jamais question des Mavas, ni du fait que nous étions des chasseurs, ni de quoi que ce soit d'autre. Jour après jour, dans ce bâtiment sans fenêtre, on nous brisait physiquement et moralement. Toute résistance à l'entraînement était sévèrement punie. À la fin du mois, nous avions tous l'air épuisés et extrêmement méchants. Après ce qui nous a semblé une éternité, nos 3 instructeurs ont quitté la pièce. Nous étions tous au garde-niavou, effrayés. On ne nous avait jamais laissés seuls, ce devait être une ruse. C'est alors que Ref est entré dans son costume 3 pièces. J'ai ressenti un soulagement. Enfin, quelques réponses. Je pensais qu'il ne nous dirait jamais pourquoi nous étions vraiment là. Raph nous a dit que nous passions à la 2e phase de la formation, le renseignement et les armes. Il nous a fait sortir de la pièce pour nous emmener dans une salle beaucoup plus grande.
Je pense que c'était autrefois un hangar pour avions. Chaque jour, lorsque nous nous réveillions et entrions dans le hangar, son agencement intérieur avait changé. Des cloisons mobiles, comme sur les plateaux de tournage, séparaient comme les différentes zones d'entraînement. Il y avait même un stand de tir couvert. Pendant les cours, nous en avons appris davantage sur notre ennemi. Tout d'abord, il n'avait pas de crocs. Certains des Mavs les plus pervers affûtaient d'eau leurs dents pour mieux déchirer la peau. Leur langue avait muté à son extrémité en 2 pointes, ressemblant à la langue fourchue d'un serpent. Les extrémités de leur langue étaient constituées de cartilage creux qui servait d'un lit de paille pour sucer le sang. Deuxièmement, seule la décapitation et le feu pouvaient les tuer. Ils avaient une incroyable capacité de régénération. Les projectiles, utilisés par Ma, étaient remplis de cartouches incendiaires, souffle de dragon. Mon ami bétail, Marc, disait qu'ils étaient comme les trolls dans D&D. Je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire, mais peut-être que cela vous aidera à comprendre. Troisièmement, tous les mâts peuvent transformer les humains en nouveaux mâts si ceux-ci consomment leur sang ou leur chair. Cela ne conduit qu'à une demi-transformation. Les demi-convertis perdent leur capacité de réflexion supérieure et deviennent sauvages. Seul un ancien mave pouvait transformer complètement un humain en nouveau mave. Enfin, contrairement au mythe populaire, être un mave à part entière n'est pas si sexy que ça. Les maves ont le pouvoir magique d'envoûter les humains. Vous savez déjà que certaines personnes peuvent y résister. Mais une fois que vous avez été converti par un ancien maï, vous vous soumettez entièrement à sa volonté. Vous devenez l'esclave de chacun de ses caprices. Le maï suprême peut lire dans les pensées de ceux qu'il a convertis et les contrôler à tout moment, quelle que soit la distance. Cela les rend incroyablement organisés. Maintenant, je dois vous parler de Marc. Oui, c'est un changement radical, mais vous devez connaître son histoire. En fait, parmi nous 10, vous devez seulement connaître Marc, Voss et Mika. Mika était génial. Je ne veux pas gâcher son histoire pour l'instant, donc j'y reviendrai plus tard. Voss était en excellente forme physique, super sérieux, savait déjà tout faire, nous regardait tous de haut, surtout moi. Marc parlait peu, mais il nous a dit qu'il s'était entraîné toute sa vie pour cela. Marc a dit qu'il était mon Sasuke. Encore une fois, j'espère que cela vous dit quelque chose. Marc était comme moi dans le sens où il avait été recruté après que sa mère, son père et sa sœur aient été tués. Les chasseurs étaient arrivés trop tard, mais il avait été recruté parce qu'il avait résisté à Mav, devenu sauvage, jusqu'à ce qu'on le sauve. Il avait une horrible cicatrice sur la joue droite, et encore plus de cicatrices sur les avant-bras et la poitrine. Marc souriait toujours rapidement et plaisantait, mais je voyais de la tristesse dans ses yeux. De la tristesse, pas de la rage comme chez moi. Lorsque nous avons commencé le programme, nous n'avions le droit de rien garder. Marc a donc dessiné un portrait de sa famille et l'a caché sous son matelas. Je dois également vous parler de mon entraînement spécial. Elle y commençait vers la 2e phase. L'instructeur entrait après le couvre-feu et me tirait du lit. Il me ramenait à la salle de sport de la 1re phase. Raph était là, sans veste. Quand je suis entré, il retroussait ses manches. L'instructeur était rapidement sorti et a fermé la porte derrière lui. Je me suis mis au garde à vous. « Chaque nuit, je t'amènerai ici », a-t-il grogné. « Je vais te faire une offre que personne d'autre ne recevra. Dis-moi quand tu veux abandonner et nous te laisserons partir. » Il a fait craquer son cou. « Cette punition ne cessera que si tu abandonnes. » Il a levé les poings. « Ou tu me battras. » Il s'est jeté sur moi avec son crochet du droit. Il n'a pas utilisé de sort, alors j'ai réagi rapidement et je l'ai esquivé. Mais même avec toute ma préparation, je ne pouvais pas le suivre. Il était si rapide et ses coups si puissants. Même bloquer ses attaques me secouait les os. La première fois, je me suis retrouvé en bouillie sur le sol en moins d'1 minute.
L'instructeur est revenu et s'est agenouillé à côté de moi. Il m'a injecté quelque chose dans le bras avant de me ramener sur mon lit. Le lendemain matin, j'étais comme neuf, mais la nuit suivante, j'ai de nouveau été battu à mort. Cela a continué, nuit après nuit. J'ai commencé à tenir un peu plus longtemps à chaque fois. Mes rêves trichaient et me paralysaient avec ses sorts avant de me tabasser. Chaque nuit, son instructeur me ramenait sur mon lit. Il me disait « Abandonne, salaud ». Mis à part les passages à tabac nocturnes et le fait que je sois mis à l'écart, les entraînements se passaient bien. Peut-être que je devenais fou. J'aimais vraiment les entraînements avec les armes. Nous étions tous les 10 au stand de tir, tirant avec des arbalètes, tandis que le maître instructeur donnait des ordres brusques. Mais même ce calme relatif ne pouvait pas durer longtemps. Au milieu des tirs, le haut-parleur du hangar s'est mis à retentir. « Instructeur, ce n'est pas un exercice d'alerte. Tout le personnel doit se préparer à repousser l'attaque de l'ennemi. » Nous nous sommes tous figés et nous nous sommes tournés vers le maître instructeur. Nous nous demandions tous s'il s'agissait d'un nouveau jeu psychologique. Mais nous avons rapidement compris que non, car le maître instructeur ne criait pas et ne nous traitait pas de « bétail ». L'entraînement est terminé. Chasseurs, prenez vos fusils et vos pistolets. Chargez le souffle du dragon et les balles. Les pistolets ne servent qu'à tirer dans la tête à bout portant. Rassemblez-vous autour de moi. En avant. Le chaos s'est installé. Nous nous sommes tous précipités vers les armoires, à armes, et avons vidé les cartouches des boîtes. Une fois tous armés, nous avons encerclé le maître instructeur. Nous avons réaménagé le labyrinthe d'entraînement pour les cours ultérieurs. De l'autre côté de ce labyrinthe, il y a une section de bureaux. Si nous avons une urgence, elle viendra probablement de là. Maintenant, restez avec moi. Vérifiez les angles et contrôlez le canon. Sur ces mots, il se retourna et courut vers l'entrée du labyrinthe. Nous l'avons tous suivi, nous alignant de chaque côté de la porte. J'étais le deuxième derrière Vos. J'ai entendu un bruit sourd et des pas provenant de l'intérieur. Tous mes muscles se sont tendus. C'est alors que le sergent instructeur boiteux est apparu dans mon champ de vision. Son visage était impassible, mais il était couvert de sang et tenait sa jambe. Au moins 3 mavas, une douzaine de semi-convertis. Ils cherchent quelque chose. Ils font des prisonniers. Juste derrière moi, a-t-il rapidement dit au maître instructeur de l'autre côté de l'ouverture. Immédiatement, un cri et un fracas ont suivi lorsque le sergent instructeur blessé a été projeté à travers la porte, laissant derrière lui une traînée de sang. Avant que le maître instructeur n'ait eu le temps de réagir, Vos était déjà à l'intérieur, tirant sur ce qui avait tué le sergent. Pour ne pas être en reste, je l'ai suivi. Vos avait déjà abattu un mave, comme en témoignait le tas enflammé sur les murs éclaboussés de sang. Le demi-converti fou fit irruption dans la pièce par l'ouverture opposée. Nos tirs, incendiaires et à mitraille, le détruisirent simultanément pendant que nous rechargions nos armes. Un autre demi-converti escalada le mur et 2 autres firent irruption par la porte. « Reculez! Reculez !» hurla le maître lorsque je remarquai une autre silhouette planant au-dessus de nous, au-dessus du labyrinthe. C'était un autre mave et il atterrit quelque part derrière nous. Un rapide coup d'œil me permit de constater qu'il était vêtu de noir, avec un gilet pare-balles et une épée brillante. Le maître se retourna pour engager rapidement le combat avec l'ennemi derrière nous à l'aide de son pistolet. Les 8 cadets restants qui n'étaient pas entrés dans le labyrinthe furent immédiatement attaqués par l'ennemi armé d'une épée. Le maître nous laissa dans le labyrinthe pour aider ses élèves. Nous avons accueilli les demi-morts, sifflant avec des tirs assourdissants. Vos a posé sur moi son regard grave habituel. « Nous nous frayons un chemin où nous mourrons », a-t-il déclaré. C'est ce que nous avons fait. Nous avons utilisé ce qu'on nous avait enseigné pour nettoyer les pièces les unes après les autres
progressant vers la fin de ce labyrinthe. Par accident ou intentionnellement, quelqu'un a éteint la lumière, nous plongeant dans l'obscurité. Cela a fait briller les demi-convertis d'une lumière orange et artificielle. Nous avancions silencieusement, les repérant facilement, avant de leur faire subir une rafale de tirs. Vaux les abattait d'une salve de tirs, et je roulais vers eux et leur arrachais la tête, alors qu'ils se tordaient de douleur sur le sol. Finalement, nous avons aperçu la sortie. Nous pouvions voir les bureaux derrière elle, toujours éclairés. Il ne nous restait plus qu'à traverser le long couloir. La sortie est sécurisée. Tu peux maintenant revenir chercher les autres, m'ordonna Vos. Premièrement, rétorquai-je, dégage. Deuxièmement, tu reviens avec moi, lâche. Vos s'apprêtait à répondre lorsqu'une silhouette lumineuse atterrit légèrement entre nous. Le choc fit tomber mon fusil de chasse qui tira dans le sol, et Mav se détourna de moi pour donner un coup de pied dans le ventre de Vos. Il l'attrapa rapidement par la tête et brisa le mur mince. J'essayais de pointer mon fusil de chasse et de le recharger. Mav se retourna avec 2 éclairs argentés. Mon fusil de chasse vola en éclats et je sentis que je tombais sur le côté. Lorsque je heurtai le sol, je me retrouvai allongé dans le sang chaud de quelqu'un. Mav se pencha pour me regarder dans les yeux. Une lueur de reconnaissance passa sur son beau visage. C'était la sœur jumelle de Joey. « Oh, comme c'est intéressant, dit-elle. C'est toi qui as causé la mort de ma sœur. » Sur ces mots, elle leva son épée. « Tu as tué mon frère, » murmurai-je en réponse. Tout devenait flou. Une autre silhouette orange atterrit derrière la jumelle. Elle brillait d'un éclat aveuglant. Le visage de la jumelle se déforma sous l'effet de l'horreur lorsque la main lumineuse se referma sur son cou. Derrière elle, quelqu'un l'attrapa par les cheveux et lui arracha la tête. La tête s'envola et heurta le mur dans un bruit répugnant. Puis, j'entendis le Mav orange vif parler. C'était Raph. « Instructeur, aidez ces chasseurs. » Et l'instructeur revint pour me faire une autre piqûre. Ma vue s'est brouillée et j'ai ressenti la sensation chaleureuse des drogues lourdes dans mon sang. Alors que ma vue s'estompait, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Une de mes bottes se tenait debout dans une mare de sang devant moi. Elle s'est renversée et, à ma grande horreur, j'ai réalisé que ma jambe était toujours dedans. Après avoir pris conscience avec horreur que la harpie m'avait coupé la jambe, je suis tombé dans un sommeil médicamenteux. Il a été suivi d'une série de rêves colorés mettant en scène des monstres hurlants et des couleurs éblouissantes. Je me suis finalement réveillé dans une sorte d'infirmerie. C'était ma jambe droite, à partir du genou. Elle l'avait coupée comme un chirurgien expérimenté. Je ne doute pas que ce soit un mélange de médecine et de magie qui m'ait sauvé, sinon je serais mort ce jour-là. Marc a été le premier à me rendre visite, son sourire familier sur son visage triste. Il m'a parlé des pertes. Il ne restait plus que moi, Marc, Vos et Mika. Vos a quitté l'infirmerie un jour avant moi. Mika a perdu 2 doigts et Marc s'en est sorti sans nouvelle cicatrice cette fois-ci. Il m'a expliqué ce qui s'était passé lorsque Vos et moi avions quitté les autres pour nous frayer un chemin à travers le labyrinthe. En entendant cela, j'ai commencé à me reprocher de ne pas être resté pour aider. Mais Marc ne voulait rien entendre. Il a dit que si nous n'avions pas poursuivi l'attaque, nous aurions tous été écrasés et tués. Mav, vêtu de noir, qui avait atterri derrière eux, a immédiatement coupé Nero en 2. Puis Mav a charmé 2 autres cadets et leur a ordonné de tirer sur leurs camarades. Marc a dû abattre Svetlana avant qu'elle n'ait le temps de tirer sur quelqu'un. Puis Mav a regardé Marc droit dans les yeux et lui a ordonné de le tuer. Marc a dit qu'il était resté immobile, essayant de résister à l'envie de se mettre le canon du fusil de chasse dans la bouche, tandis que le reste de l'équipe se battait devant lui. Il a dit qu'il ne restait plus que le maître instructeur, Mika et Roland. Ils ont tiré sur Mav avec des chevrotines et des balles de pistolet,
mais il portait une armure lourde. Le maître et Roland ont finalement engagé le combat au corps à corps avec lui. Une lutte s'est engagée, ils lui ont pris son épée, mais ce maudit Mav avait un couteau caché, avec lequel il a tranché la gorge de Roland. Il s'est avéré que le maître instructeur n'était pas Mav, et il perdait largement le combat, recevant de nombreuses blessures au couteau. C'est alors que Mika est entrée en scène, armée uniquement d'un boulon d'arbalète attaché à une ligne de fil de fer aigu. Elle l'a enroulé autour de lui, autour de sa tête, de ses bras, de son torse. Chaque fois que Mav la frappait, elle esquivait et l'enchevêtrait encore plus. Notre maître a dû comprendre le plan et a attrapé Mav, recevant encore plus de coups de couteau. Mika a utilisé son t-shirt pour enrouler ses mains et a tiré sur le fil de fer de manière à immobiliser Mav, le fil s'enfonçant profondément dans les articulations entre les plaques de son armure. Le fil de fer a transpercé son t-shirt et s'est enfoncé profondément dans ses mains, mais elle a continué à tirer. Mark a dit qu'il avait regardé les trois se battre et saigner jusqu'à ce que Mav se calme. Mark s'est libéré du sort et s'est immédiatement approché pour achever Mav d'un coup de fusil à pompe dans la tête. « Ouah !» ai-je dit en baissant les yeux et en pensant « Tu as réussi à voir Mika sans son t-shirt. » Mark a ri. Elle portait un soutien-gorge de sport, idiot. Cette fois, j'ai vu que le sourire avait atteint ses yeux, mais il s'est tu, et quand il m'a regardé à nouveau, il n'avait même plus son sourire factice. Je pensais que le tuer me procurerait une certaine satisfaction, mais je n'ai rien ressenti, dit-il d'un air absent. Tu sais à quel point il était difficile de lutter contre les sortilèges? Étant idiot, je n'ai pas compris le contexte à ce moment-là. J'étais là, mon frère, mais tu étais assez fort pour résister, c'est le plus important. Je lui ai tapé sur l'épaule. Tout sera plus facile quand on sortira de ce trou. Toi et moi, on formera la meilleure équipe. Taylor, m'a-t-il rapidement interrompu. J'ai besoin que tu me promettes quelque chose. D'accord, ai-je répondu, perplexe. Nous sommes de pareils, nous sommes frères. Il a fait une pause pour reprendre son souffle. N'abandonne pas, même si c'est difficile. Il a posé sa main sur la mienne, qui reposait sur son épaule. J'étais stupéfait par cette manifestation d'affection de sa part. Il doit y avoir justice pour ceux que nous avons perdus. Non, plus que cela, a-t-il poursuivi. Nous devons mettre fin à cela pour que cela n'arrive pas à d'autres familles. Nous devons empêcher l'apparition d'enfants brisés comme toi et moi. Nous nous sommes regardés. Il a lentement retiré sa main de la mienne. Sa tension a de nouveau fait place à la morosité. Je te le promets, Mark, ai-je dit fermement. Nous allons tous les deux sauver des gens et venger nos familles. Il a esquissé un faible sourire et s'est levé. Souviens-toi de ta parole, idiot, dit-il en se dirigeant vers la porte. Son comportement me déconcertait. Une pensée me vint à l'esprit. Il souffrait d'avoir dû tuer Svetlana. « Hé !» dis-je lorsqu'il ouvrit la porte. Il se retourna à demi. « Tu as bien fait. Svetlana te pardonnerait. Ne te sens pas coupable. »« Le problème, mon pote, répondit-il, c'est que je ne ressens rien. » Sur ces mots, il se glissa hors de la pièce, me laissant repasser cette conversation en boucle dans ma tête, regrettant de ne pas avoir dit autre chose. Plus tard dans la journée, les infirmières sont venues de m'installer une prothèse. La jambe était faite d'un métal ultra léger, parsemé de runes. Dès qu'elles me l'ont fixé, une femme s'est agenouillée et a commencé à lui murmurer quelque chose. Pendant ce moment gênant, je suis resté assis en silence pendant que la femme priait sur ma nouvelle jambe et que les trois autres infirmières fredonnaient à l'unisson. Finalement, les chuchotements et les fredonnements ont cessé. La femme a prononcé un mot de commande en direction de ma jambe et soudain, celle-ci a pris le poids et la forme de ma vraie jambe. Je pouvais même sentir mes orteils. « Ce n'est que temporaire, mon garçon.
a déclaré l'infirmière en chef à l'AREF. Dès que tu te mettras debout, les sorts d'illusions et de sensations comme celui-ci s'estomperont rapidement. Sur ce, elles sont parties, me laissant errer dans l'infirmerie avec ma nouvelle jambe magique. Je dois avouer que j'avais l'air complètement idiot, agitant ma jambe et menant des combats imaginaires. C'est alors que l'instructeur entra. Je me mis rapidement au garde à vous, et il fit semblant de ne pas voir que je donnais des coups de pied dans le vide. « Rafe veut te voir », dit-il. Il a attendu que je le suive, puis nous avons traversé le long hangar. Il était complètement vide et propre. « Comment va le maître instructeur ?» ai-je demandé. « Il n'a pas survécu », a répondu sèchement l'instructeur, sans se retourner vers moi et en conservant le même rythme rapide. Après quelques pas, il a ajouté « Il est de mort pour vous, bande d'imbéciles. Vous feriez mieux d'en être digne. » L'instructeur m'a fait sortir par une porte latérale du hangar. Je n'avais pas vu la rue depuis des mois. Le soleil brûlant frappait de plein fouet, m'obligeant à me protéger les yeux. Nous étions dans un climat aride. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu une terre plate, de la boue et des buissons jusqu'à l'horizon. Cela m'a rappelé l'endroit où Walt et Jesse fabriquaient de la méthamphétamine dans leur caravane. L'instructeur a continué à marcher vers l'horizon, droit vers le soleil couchant. J'étais encore partiellement aveuglé et j'ai utilisé l'ombre de l'instructeur pour permettre à mes yeux de s'habituer. Finalement, nous nous sommes arrêtés. J'ai jeté un coup d'œil derrière l'instructeur et j'ai vu Raph, debout, dos à moi, face au soleil couchant. Il avait les bras écartés, il était torse nu, absorbant les derniers rayons de lumière. Il s'est tourné vers moi. Son corps musclé semblait avoir été sculpté dans de l'obsidienne. « Dernière chance, salaud !» dit-il. « C'est notre dernière rencontre, ta dernière chance de te rendre. » Je m'attendais à ce genre d'absurdité de la part de Ref, se battre avec moi juste après que j'ai perdu ma jambe. Je me suis précipité sur lui. L'initiative serait à moi. Il m'a regardé dans les yeux et m'a ordonné « Stop !» J'ai brisé son charme. J'ai compris que les charmes sont moins efficaces quand on s'y attend. J'ai donné un coup bas avec ma jambe valide au genou de Rafe, le faisant vaciller. Je l'ai attrapé à deux mains et lui ai fait un croche-pied. Rafe a simplement suivi son élan, se retournant avec une grâce surnaturelle et atterrissant sur ses pieds. Il m'a asséné un uppercut, mais je lui ai donné un coup de tête dans le nez. Il a reculé. J'ai senti le monde tourner autour de moi. C'était comme si j'avais percuté un mur de briques avec ma tête. La colère a traversé son visage lorsqu'il s'est à nouveau précipité à l'attaque. J'ai levé ma défense, mais Raph a porté un coup dévastateur à l'intérieur de ma prothèse. La douleur a parcouru mon corps lorsque ma jambe s'est envolée dans les airs. Je me suis violemment cogné le menton contre le sol. Je regardais les jambes de Rafe et jurais. Espèce de tricheur. Raph s'approcha calmement de ma prothèse abandonnée et la ramassa. Je n'avais pas l'intention de me battre avec toi, mon gars. Je voulais juste te parler. Il regarda ma jambe, puis moi. Alors je vais la garder pour l'instant. Il s'assit près de moi, hors de portée. Économise tes forces. Ton dernier combat aura lieu demain soir, à 3 heures, quand les forces de Mava seront épuisées. Finissons-en ici, ai-je croassé. Rends-moi ma jambe. Non, tu ne te battras pas contre moi demain, mon garçon. Je t'ai préparé à ce nouveau combat en augmentant lentement ta résistance au sort. J'ai essayé de donner une arme à l'agneau avant qu'il ne soit mené à l'abattoir. Il se leva, s'étira, se retourna et commença à s'éloigner. Il y a de plus en plus de chances que tu abandonnes. « Rends-moi au moins ma jambe !» ai-je crié. « C'est ma propriété. »« Ta jambe a été brûlée hier, » a-t-il dit en soulevant la prothèse. « Abandonne, salaud !» Je me suis traîné derrière lui. Le soleil était bas et commençait à émettre une lueur orange. « Je n'abandonnerai pas, je te le promets, espèce de salaud lumineux. »
J'ai dû ramper sur environ un quart de mile jusqu'au hangar, puis traverser tout le hangar et enfin atteindre la pièce où se trouvait mon lit. Mark m'a vu et m'a aidé à boiter jusqu'à mon lit. Vos était déjà là et dormait. Il s'est retourné pour nous lancer un regard méchant, à Mark et moi, avant de se détourner. J'ai tout raconté à Mark. Je lui ai parlé de l'entraînement spécial que me faisait subir le sadique de Raph, de la façon dont il m'avait volé ma jambe et me harcelait sans cesse pour que j'abandonne, du grand combat final qu'il allait livrer contre moi le lendemain soir. Mark s'est contenté d'écouter et m'a laissé déverser toutes mes malédictions et ma frustration. À la fin de ma tirade, il m'a demandé « Mais tu te souviens de ta promesse, celle de ne jamais abandonner ?» Je l'ai regardé sincèrement. « Oui, mon frère, jamais. Au diable ce salaud chauve, on va tout déchirer à l'entraînement. » Il m'a répondu par un faible sourire. « D'accord, c'est ta promesse. Maintenant, va prendre ta douche. Je ne t'aiderai pas pour ça. » Il s'est dirigé vers le débarras et a sorti un balai à franges pour que je puisse l'utiliser comme béquille improvisée. Quand j'eus fini de me doucher, il travaillait sur son dessin de famille. Je m'endormis rapidement. Je ne savais pas quelle épreuve Raph m'avait réservée, mais j'étais sûr de pouvoir la surmonter. Le lendemain matin, l'instructeur arriva avec des béquilles pour moi. Vos se mit au garde à vous, comme nous le faisions chaque matin. Mark était allongé immobile dans son lit. L'instructeur lui a crié de se lever, mais il ne bougeait pas. Je vais devoir passer rapidement sur la majeure partie de cette histoire. Même maintenant, c'est difficile d'écrire à ce sujet. Mark s'était suicidé pendant la nuit. Il s'était pendu à son lit, tourné vers moi. De tous les décès que j'ai connus au cours de ma courte vie, celui-ci m'a arraché le cœur, presque pire que la mort de mon propre frère. Je n'ai pu sauver aucun d'entre eux, mon frère des monstres et Mark de ceux qui étaient dans sa tête. Les conversations que nous avions eues de la veille se répétaient dans ma tête. Avec le recul, tout était si clair. J'avais été tellement stupide. Lorsque l'instructeur apporta la civière pour transporter son corps et que Voss l'aida à le soulever, je vis qu'il était allongé sur un dessin plié représentant sa famille. Je le soulevai et le dépliai. C'était un dessin étonnamment réaliste de sa famille, souriante et posant, mais quelque chose de nouveau avait-on été ajouté. C'était un dessin de moi, debout à côté de sa petite sœur, de sa mère et de son père. Et en haut, d'une écriture maladroite, était écrite une phrase « Souviens-toi de ta promesse ». Je ne vais pas mentir, j'ai pleuré comme un enfant. L'instructeur et Voss l'ont emmené et m'ont laissé seul pour le reste de la journée. Seul Voss est revenu pour me dire « Mark sera enterré avec les autres victimes lors de la cérémonie commémorative de demain. » Avant de me laisser seul avec mon chagrin, il a ajouté « Pour faire ce que nous faisons, il faut avoir un caractère particulier. Mark n'était pas faible. Il était plus fort que beaucoup d'autres, mais il n'était pas comme nous. » Et sur ces mots, il est parti. J'ai trouvé que c'était l'une des choses les plus agréables qu'il ait jamais dites à propos de Mark. Peut-être que Voss n'était pas complètement idiot après tout. Il était 2 heures du matin, et je savais que ma petite rencontre avec Raph ne serait pas annulée à cause de la mort de mon ami. Alors, quand l'instructeur est entré, j'ai essayé de me mettre au garde à vous, en m'appuyant sur mes béquilles. « Repos, bétail », a-t-il dit en me tendant ma prothèse. Je m'assis et l'attachai. Il prononça le mot magique, et la prothèse retrouva l'apparence et la sensation d'une vraie pare-jambe. Il se pencha vers moi et me parla à voix basse. Ref m'a demandé de l'équiper d'un petit plus. Une mine Claymore, artisanale, est intégrée dans la plante du pied. Sa détonation détruira ta jambe, mais c'est ton atout. Il me tendit un bout de papier plié. C'est la phrase verbale pour l'activer. Je l'ouvris et regardai ce qui était écrit dessus. Je me rends. J'étais complètement perplexe. À quel jeu jouait Raph? Pourquoi me donner une arme puissante pour le combattre?
L'instructeur m'a conduit à travers la zone des bureaux jusqu'à l'ascenseur. L'ascenseur nous a montés de 2 étages et s'est ouvert sur un couloir blanc avec des gardes armés de chaque côté. L'instructeur a tapé un code sur le clavier pour me faire entrer dans une pièce lumineuse où se tenait Raph, les mains derrière le dos. À droite, la pièce était séparée par une sorte de paroi en verre dépoli. Je pouvais voir des images floues de l'autre côté. Le moment était venu, Taylor. Tout ce qui s'est passé jusqu'à présent a mené à cela. Toute cette horreur, tout cet entraînement. Je me suis mis en position de combat, mais Raph a levé la main. Non, tu ne vas pas te battre contre moi. Raph a appuyé sur le boîtier et le verre flou est devenu transparent, révélant quelqu'un à genoux de l'autre côté de la pièce. Je me suis retourné pour mieux voir. C'était un homme corpulent, à genoux, ses longs cheveux noirs lui cachant le visage. Ses mains étaient menottées dans son dos par un gros cadenas métallique. Il portait un épais collier métallique autour du cou. L'homme leva la tête et renifla. C'était Armand, battu et sale. Il dit de sa voix veloutée « Je sens du bétail de l'autre côté de la vitre. Tu m'as apporté un encas pour me séduire, Raph ?» J'étais furieux. Ce salaud était là depuis tout ce temps. C'était pour ça qu'on avait été attaqué. Sa progéniture le cherchait. « On le garde ici depuis environ 3 mois, » dit Raph, comme s'il lisait dans mes pensées. « Je l'ai torturé pour obtenir des informations sur l'endroit où se trouve son maître. Arman n'est pas encore un ancien Mavrip. Son maître l'a libéré pour qu'il sème le chaos. Il a donné à Arman le libre arbitre des siècles avant qu'il ne soit prêt. Son maître est tout aussi responsable de la mort de ton frère que lui-même. » Je regardai Raph. « Laisse-moi m'occuper de lui. Je lui arracherai ce que tu veux et je le tuerai. » Raph sourit. « Je ne doute pas que tu puisses me donner ce que je veux. Je l'ai torturé d'une manière qui te ferait défaillir. Il n'a pas craqué et n'a pas capitulé, mais il sait que j'en ai fini avec lui. J'allais l'exécuter demain devant le mémorial. Alors pourquoi suis-je ici ? Demandai-je. Tu es un appât, répondit-il calmement. Il a accepté de me révéler l'emplacement de son compagnon d'apprentissage, un autre apprenti de son maître renégat. Je vais essayer d'obtenir des réponses du nouvel apprenti. La seule façon dont il a accepté de me donner cette information, c'est si je lui offre toi. » Avant que je puisse répondre, il a continué. « Tu vois, les Mavrips ont une sorte de code d'honneur. 2 puissants Mavrips peuvent se regarder dans les yeux et se charmer mutuellement en faisant une promesse inviolable. » Raph se tourna vers Armand. Il savait que je le tuerais demain, alors je l'ai séduit avec la vengeance du garçon, à cause duquel il avait été capturé, et un dernier repas sanglant. Il me donne l'information, je lui donne toi. « Tu viens de me condamner à mort !» criai-je. « Non, nous nous sommes fait une promesse hier seulement. Je suis lié par l'honneur et je suis obligé de te lui offrir maintenant. En échange, il me dira ce que je veux savoir quand il te verra. » Raph examina mon visage furieux et continua. « Et je t'ai donné un entraînement spécial et la possibilité de te rendre chaque nuit. Je t'ai poussé plus fort que n'importe quel autre animal. Tu es pratiquement invulnérable au sort. Tu n'as pas abandonné pendant tout ce temps, et maintenant tu as peur parce que c'est Arman et pas moi ? » « Je n'ai pas peur, » ai-je rétorqué. « Très bien, » dit Raph en ajustant ses lunettes. « Peu importe que tu acceptes ou non, j'ai fait une promesse. »« Moi aussi, » rétorquai-je. « Bon, j'essaie de faire en sorte que ces extraits soient de court, afin que vous puissiez les digérer par petites doses. Il y aura beaucoup plus d'action dans le prochain épisode. Je vous promets de revenir rapidement vers vous. La suite, c'est mon combat contre Armand. 4e partie. 4 signaux. Bon, nous y revoilà. C'est l'heure du combat. Mais laissez-moi d'abord vous raconter un long et fastidieux souvenir concernant quelqu'un d'autre dont je ne vous ai pas encore parlé. C'est assez important pour le combat qui va commencer,
Alors je vais vous donner un peu de contexte et peut-être passer au combat la prochaine fois. Je plaisante. Revenons directement là où nous en étions. Je regardais Arman de l'autre côté de la vitre. Il ne pouvait pas me voir, mais il pouvait sentir mon odeur. « Alors tu as amené le garçon jumeau, celui dont le frère a crié si fort en mourant. » Arman a souri malicieusement. « Il n'a même pas résisté. Tu as plus d'esprit combatif que lui, mon garçon. Je t'ai aidé à devenir un homme ?» s'est-il moqué d'un ton condescendant. « Finissons-en, dis-je à Ref en fixant Arman du regard. « Attends, dit Ref. Le marché, c'est toi et lui, dans la cellule. » Ref me tourna vers lui pour que je regarde dans ses yeux verts. À la moindre tentative d'évasion, le collier autour de son cou explosera. Je sentis une pointe de douleur dans mon esprit, mais je l'ignorais. Pourquoi Rafe se comportait-il de manière si étrange? Oui, très bien, je le tuerai avant qu'il n'ait le temps d'essayer de s'échapper, répondis-je. Alors, allons-y, dit Raph en se dirigeant vers la porte. Un gardien armé ouvrit la porte de la cellule d'Armand. Celui-ci éclata de rire. Quel garçon mou! Le geôlier m'a offert un excellent dernier repas. Arman regarda le sol et recula vers la paroi vitrée. Qu'il me prenne pour un faible. Oh, je ne vais pas te charmer, mon garçon. Je vais te rendre la même faveur qu'à ton frère, cette salope. Je savais que c'était un mensonge. Raph m'avait appris que les Mavs se battaient, sales. Je le regardais et souris. Un mollasson, hein? Arman s'apprêtait à dire une autre bêtise quand Raph l'interrompit. Tu dois me dire ce que j'ai besoin de savoir. Arman prit un air offensé. Oh, maître Raph, ne suis-je pas le fils de Ra, tout comme vous? Hérésie, Raph, tu es déshonoré et de sang impur. Maintenant, dis-moi où est ton frère apprenti. Arman fit signe à Ref de s'approcher et lui murmura à l'oreille. Ref recula et dit « Tu as fait ta part, maintenant c'est à moi. » Il appuya sur un bouton et les menottes métalliques tombèrent de ses mains sur le sol. « Attends au moins que je sois sorti de la pièce, » dit Raph à Armand. « Oh, bien sûr, » siffla Armand, sa longue langue fourchue à son extrémité, alors qu'il se préparait à attaquer. Raph se tourna vers moi. « Adieu, bétail. » Je me faufilai devant Raph et frappai Arman au visage pour la deuxième fois en 2 ans. Mon poing gauche lui heurta la gorge. Arman se mit à tousser et je balançai ma jambe magique pour lui asséner un violent coup entre les jambes. Arman perdit complètement l'équilibre. Il se plia en 2 et recula. Je lui ai sauté dessus et lui ai asséné un coup de coude à la Tony Jaa sur le sommet du crâne. Les yeux d'Arman se sont plissés lorsque je l'ai attrapé par le cou à 2 mains et l'ai plaqué contre le mur du fond. Mes pouces ont trouvé ses yeux et je les ai enfoncés, le sang coulant sur mes mains. Oh, j'avais planifié cela depuis longtemps. Arman poussa un cri de douleur pure, fort et perçant. Je continuai à enfoncer mes doigts. Je vais le mettre en pièces et lui écraser le visage avec mon pied explosif pour l'achever. Ses cris devenaient même plus forts. Il se tordait de douleur tandis que je le forçais à se mettre à genoux. Et là, j'ai compris quelque chose. Arman criait comme une femme, comme s'il faisait semblant. Ses cris féminins se sont transformés en un rire moqueur. « Oh non, mes yeux, je suis aveugle !» se moquait-il. Puis il m'a frappé au ventre. La main d'Arman était ouverte dans un geste cruel, semblable à des griffes. Ses doigts s'enfonçaient dans ma chair. « C'est tout ce dont tu es capable », dit-il d'une voix sinistre. Il se leva et me frappa le visage de la paume de sa main à une vitesse fulgurante. Je vis un éclair de lumière et des étoiles dans mon champ de vision. Il se tenait debout, sans yeux, et me souriait. Il se précipita vers moi, m'attrapa par les épaules et me frappa la tête contre le plafond. Le luminaire vola en éclats qui se répandirent autour de moi lorsque je tombais au sol. La pièce était sombre,
à l'exception de la douce lumière provenant de la pièce de l'autre côté de la paroi vitrée. Arman brillait de mille feux. Il n'était pas faible. Raph ne m'avait pas préparé à un tel combat. J'étais une proie. Raph était parti et je me retrouvais seul face à ce fou. Il m'a soulevé par le col et a léché le sang sur mon visage avec sa langue fourchue. J'ai de nouveau senti son haleine nauséabonde. Je lui ai donné un coup de coude, mais sans résultat. Son visage lumineux, avec 2 trous à la place des yeux, se contentait de rire. Sa main s'est enfoncée dans mon flanc et le sang a jailli. Arman léchait maintenant sa main, me tenant de l'autre. Il allait me tuer lentement. Mon esprit travaillait fébrilement. Peut-être que je pourrais lever la jambe et activer le Claymore. J'ai fait un coup d'essai avec ma vraie jambe, et il l'a intercepté en me frappant à l'aine avec son genou. Toute ma force m'a quitté. À la moindre tentative de fuite, le collier explosera. Me suis-je souvenu des paroles de Riff. J'avais un plan, mais je devais convaincre ce salaud de me laisser partir. « Arman, s'il te plaît », ai-je murmuré. « Je t'aiderai à t'échapper. Je t'aiderai à tuer, Raph. » Arman a penché la tête avec curiosité. Son œil gauche avait déjà repoussé. « Tu ne pourras pas me convertir. Je serai ton petit garçon docile, » sanglotai-je. Ce sera la pire insulte pour Raph. Ma trahison. Arman éclata d'un rire tonitruant. Il était intrigué. Comment une créature insignifiante comme toi pourrait-elle m'aider à sortir d'ici ? Murmura-t-il. J'ai le code. Le code d'activation pour faire disparaître la paroi de verre, répondis-je d'une voix sèche. L'instructeur me l'a donné dans le dos de Raph. L'instructeur prend soin de moi. Ses 2 yeux étaient-ils déjà en place? Arman m'examina de la tête aux pieds. Oh, j'en suis sûr, petit garçon, à la chair molle. Arman réfléchit un instant. Bon, sors-moi d'ici. Il me tourna vers la paroi de verre dépoli, sa main posée sur ma nuque. Il m'a poussé d'environ 2 pieds vers elle. J'ai pris une inspiration. S'il te plaît, fais que ça marche. Prononce la phrase d'activation, a exigé Arman. J'ai appuyé ma jambe magique contre le verre. J'ai couvert mon visage et fermé les yeux. « Je me rends !» ai-je crié. Il y eut une explosion assourdissante lorsque ma jambe heurta le verre dépoli, nous projetant Arman et moi en arrière. Le verre vola en éclats. La pièce se remplit de fumée, les sirènes retentirent. Arman et moi étions allongés l'un à côté de l'autre contre le mur opposé. Arman avait amorti mon choc contre le mur. Je levai les yeux et vis un trou assez grand dans la paroi vitrée. Assez grand pour passer à travers. Je commençais à me hisser vers le trou. J'entendais Arman bouger derrière moi. Ce n'était pas bon signe. « Arman, viens !» dis-je en me hissant sur le bord tranchant du verre brisé. J'ai senti Arman se précipiter vers moi. « Non, mon garçon, je t'ai déjà dit que je renonçais à te faire grâce. Tu seras un bon apéritif pour me soigner avant mon combat contre Rafe. » Je me suis hissé à travers le trou de l'autre côté, me déchirant fortement le ventre. Quand je me suis assis, Arman était déjà en train de me rattraper. Et c'est là que ce pourquoi je priais s'est produit. Une lumière verte s'est allumée sur son collier et un seul signal sonore, mais fort, a retenti. Arman s'est figé à mi-chemin, le visage perplexe. Un autre signal sonore a retenti. Une lumière jaune s'est allumée à côté de la lumière verte. Il ne restait plus que 2 voyants. Arman comprit. Il essaya de reculer, mais je me levai d'un bond, l'attrapai par la tête et le tirai brusquement vers le bas, comme dans un combat de lutte. Sa clavicule s'enfonça profondément dans le verre. Je le tirai encore plus bas pour qu'il se coupe encore plus fort sur le bord inférieur du trou. Il a crié. 3e signal. Cette fois, la lumière était orange. Je me suis retourné pour le regarder dans les yeux. « Sors-moi de là, criait-il, la lâcheté se glissant dans sa voix, son charme me frappant de plein fouet. Je lui ai simplement souri.
Non, dis-je en tirant fortement sur ses cheveux, le faisant descendre encore plus bas. Le 4e signal fut long et continu. Un voyant rouge clignotait. Je me jetai en arrière lorsqu'une autre explosion assourdissante se produisit, me couvrant de cervelle et de cheveux et détruisant encore plus le verre. Lorsque la fumée se dissipa, je relevai la tête en toussant. L'autre moitié du corps d'Arman était en feu. Sa tête s'était transformée en une brume rose qui envahissait toute la pièce. Je m'allongeai et fermai les yeux. Était-ce Raph qui m'avait forcé à le faire, ou avais-je eu cette idée moi-même? Je doute qu'il me le dise un jour. La porte s'ouvrit et l'instructeur entra. Je lui tendis la main pour qu'il me fasse une piqûre. Raph se tenait dans l'embrasure de la porte. À cause des drogues et de la magie dans mon organisme, tout commençait à devenir flou, mais je jurerais avoir vu son sourire avant qu'il ne se retourne et s'en aille.